Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Jordan Bardella. Question sur un sujet très concret dont on parlait dans la matinale ce matin sur LCI. Donner le nom, désigner publiquement les entreprises qui font de la discrimination à l'embauche. Est-ce que c'est une méthode que vous approuvez? Non, absolument pas. S'il y a des pratiques discriminatoires, je vous dis, elles doivent être condamnées. Maintenant, moi, je trouve ça, si vous voulez, assez choquant de jeter sur la place publique ce type d'action. S'il y a des actions, encore une fois, discriminatoires, elles doivent être condamnées, elles doivent être poursuivies en justice. Maintenant, c'est vrai qu'on a un peu, si vous voulez, l'impression que le gouvernement fait du ciblage, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à créer de l'emploi, donc on cible les entreprises, et on n'arrive pas à faire baisser le nombre de chômeurs, donc on va cibler les chômeurs. Je pense que cette logique économique, elle n'est pas la bonne, et elle participe encore une fois de cette guerre du tous contre tous qui est en train de se mettre en place dans le pays depuis maintenant plusieurs mois, et qu'Emmanuel Macron alimente effectivement par ses décisions. Alors, cibler les chômeurs, c'est un autre sujet. Vous parlez de la réforme de l'assurance chômage. Oui, ils l'ont fait avec l'assurance chômage, dont l'inefficacité a été d'ailleurs démontrée. Pas encore, elle vient d'être mise en œuvre. Une enquête, on va préciser de quoi on parle effectivement, c'est une enquête d'une ampleur inédite du ministère du Travail qui montre qu'un candidat avec un nom à consonance maghrébine a 25% de chances en moins d'être retenu qu'un candidat au nom à consonance européenne, évidemment pour le même poste, etc., même profil, etc. C'est un scandale ? Oui, bien sûr, mais pas que. Moi, vous savez, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, et c'est vrai que parfois avoir le code postal 93 sur le CV n'aide pas forcément à avoir un emploi. Maintenant, moi, je suis contre. Si vous Donc, le name and shame pour faire avancer ça, vous dites non. Je pense que tous ces types de pratiques qui ont été mises en place ces dernières années, on a beaucoup parlé pendant un certain nombre d'années du CV anonyme notamment pour essayer d'enrayer ce type de phénomène, n'ont jamais fonctionné, voilà, parce qu'on embauche quelqu'un sur des compétences, on embauche quelqu'un sur un CV. Moi, je crois dans la méritocratie républicaine, et je dis que vous pouvez parfaitement être issu de quartiers difficiles, de quartiers sensibles, de banlieues fortement communautarisées, et également vous en sortir par le travail, l'effort et le mérite. Il y a des pratiques discriminatoires, c'est vrai, elles doivent être combattues. Il faut poursuivre sur le terrain de la loi, mais je ne crois pas que jeter en pâture les entreprises qui le font soit en tout cas une bonne solution, une solution d'apaisement. C'est Emmanuel Macron qui, pendant sa campagne, avait porté lui-même cette initiative qu'il met en œuvre, comme d'autres promesses. D'ailleurs, on y reviendra. Mais si vous voulez bien, on va faire un petit tour en Allemagne. Il n'a tenu que 24 heures. Un président élu en Thuringe, ça a été un séisme en Allemagne, avec les voix de l'extrême droite, un libéral-démocrate, Thomas Kemmerich, était élu donc avec l'apport des voix AfD. Il a démissionné quelques heures plus tard. Le plafond de verre, c'est ce qui a opéré en Allemagne. Une fois de plus. Non, alors déjà, ce ne sont pas les voix de l'extrême droite, ce sont les voix de l'AfD, qui est un parti populaire, souverainiste, qui défend les intérêts de la nation allemande d'ailleurs, et qui est un peu plus crédité, un peu 24%, qui est proche de vous, qui avoisine les 30% dans un certain nombre de régions, qui fait partie de nos alliés effectivement au Parlement européen, avec qui nous travaillons. Maintenant, moi, si vous voulez, ce plafond de verre, en France, je reviens en France, mais pendant des années, on nous a expliqué, s'agissant du Front National à l'époque, du Rassemblement National, qu'il y aurait un plafond de verre à 15, ensuite on a fait 20, on nous a expliqué que le plafond de verre était à 25, ensuite on a fait 25, on nous a expliqué que le plafond de verre était à 30, et ainsi de suite. On est à l'aube de nouvelles élections, d'élections locales, notamment les élections municipales, et ce plafond de verre, nous avons réussi à le faire sauter. Non, il n'y a pas de plafond de verre. Il n'existe pas le plafond de verre. Il n'existe pas, il n'existe plus. Les idées que nous défendons en France sont en train, en l'occurrence, d'arriver au pouvoir partout ailleurs, partout dans le monde, et j'ai la conviction que nous pouvons en tout cas nous arriver au pouvoir en 2022. Le bilan, on est à l'aube des élections municipales, je le disais, notre bilan au sortir de ces élections municipales, il est très bon. Partout, si l'élection avait lieu demain, Marine Le Pen battrait Emmanuel Macron s'il y avait un duel ? Il y a un sondage qui a été publié par vos confrères au mois de novembre qui nous expliquait que si le second tour de la présidentielle avait lieu demain, Marine Le Pen ferait 45%, ce qui veut dire que nous sommes donc à 5 points de l'Élysée, donc je crois que le plafond de verre n'existe pas. Tout cela, ça fait partie du passé. Pendant des années, on a cherché à faire peur. Or, à chaque fois que les Français nous donnent la possibilité de gouverner, nous leur démontrons que nous savons mieux faire. Regardez par exemple sur la question de la sécurité. À Beaucaire, qui est la 4e ville du Gard, qui est dirigée par le Rassemblement National, on a fait baisser en 6 ans de 44% les vols avec violence et de 45% les cambriolages. On reste une seconde sur une seconde. Ce qui veut bien dire qu'essayer nos idées, ce sont les adopter. On va venir au municipal, mais puisqu'on parle du plafond de verre, vous avez vous-même cité un sondage. Mais alors, comment expliquez-vous qu'un autre sondage, vous le connaissez forcément, Ipsos, pour Le Point, nous montre que 48% des Français, que pour 48% des Français, Marine Le Pen ferait un moins bon président
qu'Emmanuel Macron. Il n'y a que 24% des Français dans ce sondage qui pensent qu'elle ferait un meilleur président. Ce qui nous laisse donc 52% de marge pour arriver à la majorité. Mais elle est en tout cas dans ce sondage. La personnalité politique, mais écoutez, tous les sondages expliquent que Emmanuel Macron vous bat. On va pas se battre. On va pas se battre sur les sondages. Moi, ce que je regarde, c'est que quand nous ils sommes. Sont mauvais, vous voulez pas les considérer. Ils sont pas mauvais. C'est la première responsable politique. Elle est classée première opposante à Emmanuel Macron. Donc, vous voyez, moi, je crois en démocratie, que le seul juge c'est le peuple, et je regarde que nous avons gagné les élections européennes. Je regarde que le bilan d'Emmanuel Macron, il est aujourd'hui accablant sur tous les volets, d'un point de vue économique, d'un point de vue social. Il y a une étude qui a été publiée par l'OFCE, par des économistes de l'OFCE, qui nous explique qu'avec les mesures qu'a prises Emmanuel Macron, les 5% de ménages les plus riches dans notre pays ont gagné 2 900 € par an, quand les 5% de ménages les plus précaires, les plus pauvres, les plus modestes, ceux qui triment le plus, perdent 240 € par mois de pouvoir d'achat. Donc, en réalité, la brutalité avec laquelle Emmanuel Macron gouverne notre pays a alimenté des tensions pendant des mois et des mois. Et c'est vrai qu'on souhaite incarner une alternance en 2022. On a baissé les impôts sur le revenu à hauteur de 5 milliards pour les foyers les plus modestes. Donc, ça concerne effectivement ceux qui sont soumis à l'impôt, mais ça représente quelque chose. Il y a la suppression de la taxe d'habitation, il y a la hausse de la prime d'activité. Ce sont des mesures pour aider les plus modestes. Oui, mais quand en réalité vous prenez des mesures vous distribuez de la main droite et vous reprenez double de la main gauche, alors ça crée un sentiment d'injustice. Le 1er février, ont augmenté par exemple les tarifs de l'électricité. Le 1er février, ont augmenté par exemple les tarifs des péages. Il y a des tarifs sociaux. Et c'est vrai que nos compatriotes voient peser des dépenses de plus en plus contraintes sur leur quotidien. Et au-delà de ça, ça fait maintenant 14 mois que les Français descendent dans les rues. Ça fait 14 mois que les Français descendent dans les rues pour exprimer une colère, pour exprimer une résignation à l'égard Parce que vous faites du gouvernement. Les gilets jaunes et la réforme des retraites. Oui, je crois que c'est pareil. Même combat. Oui, je crois que c'est pareil. Mais la CGT peine à mobiliser, on l'a vu hier. Oui, la CGT peine à mobiliser. Il y a 61% des Français qui sont opposés à cette réforme des retraites. Il y a une grande majorité de Français aujourd'hui qui ont compris que les mesures que prenait Emmanuel Macron, qui étaient d'une brutalité absolument inouïe à leur égard, auraient pour but une baisse significative, en l'occurrence du niveau général des retraites. Et d'ailleurs, le même organisme, l'OFCE, vous avez lu comme moi cette tribune dans Le Monde qui a été publiée par un économiste de l'OFCE qui nous explique que cette réforme des retraites, elle va précariser tout le monde, à commencer par les fonctionnaires, à commencer par les enseignants, sans que les primes dérisoires soient prises, qui sont pour le moment retoquées par le Conseil d'État. Il y a tribune contre... En effet. Il y a tribune contre tribune. On dit aussi que ce sera encore plus redistributif. Il y a des centaines et des centaines et des centaines de Français qui descendent dans les rues depuis un mois et demi parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils avaient des revendications légitimes. Est-ce qu'Emmanuel Macron a calé? Bien sûr qu'il a calé. Il pense que, si vous voulez, il distribue un peu des spéculoos en disant on a donné 17 milliards aux Français, on ne comprend pas que ça n'aille pas mieux. Mais sur la réforme il y avait des revendications, de bon sens. Je vais venir, il y avait des revendications de bon sens. Les Français, ils ont demandé quoi? Ils ont demandé la baisse des taxes sur l'essence, ils ont demandé l'instauration du référendum d'initiative citoyenne, ils ont demandé l'instauration de la proportionnelle aux élections pour que tous les Français soient représentés. Et ça, manifestement, d'après vos confrères de Marine, ça a été mis sous le tapis. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Parce que vous invoquez des tas de sujets différents. Pardon, Jordan Bardella. Sur la réforme des retraites. Sur la réforme des retraites. Vous demandez un référendum. On demande en tout cas le retrait. Non, vous demandez un référendum. Bien sûr qu'on demande un référendum s'il ne souhaite pas la retirer. Parce que nous sommes convaincus qu'une majorité de Français a pris conscience que cette réforme était nocive pour eux. Est-ce qu'il va retirer son texte, Emmanuel Macron? Mais je n'en sais rien, je ne le crois pas, je crois qu'il est déterminé à aller jusqu'au bout. Je pense qu'Emmanuel Macron est un jusqu'au-boutiste, qu'il a le syndrome de l'enfant roi et qui n'écoute que lui. Alors moi je dis aux Français, saisissez-vous des prochaines élections, à commencer par les élections municipales, de l'enfant roi. Pour vous faire entendre. Qu'est-ce que c'est le syndrome de l'enfant roi? Je pense qu'il n'écoute que lui. Nous sommes arrivés en tête des dernières élections européennes. Il aurait dû entendre ce message qui a été adressé par les Français. Vous étiez aussi arrivé en tête aux européennes précédentes, ça ne vous a pas empêché d'être battu à la présidentielle suivante. Donc ça n'est pas un argument absolument incontestable. Oui, mais vous ne pouvez pas nier que nous sommes aujourd'hui le seul parti politique qui sommes en dynamique. Tous les sondages et toutes les études le démontrent. On verra. Et je vous rappelle qu'après les élections européennes, les Verts aussi semblent bénéficier d'une belle dynamique. Et je vous rappelle qu'après les élections européennes, on nous a expliqué que nous étions 6 pieds sous terre. Or, je vois aujourd'hui que nos résultats sont très bons, que notre bilan, il est très bon, et que nous serons effectivement présents dans ces élections municipales pour défendre 2 sujets qui nous apparaissent majeurs, la baisse
baisse de la fiscalité au niveau local, ce que nous avons fait à plusieurs reprises dans nos villes, et le retour à la sécurité. Un petit mot. Parce qu'il y a aujourd'hui 6 Français sur 10 qui vivent en insécurité dans notre pays et ce n'est plus supportable. Un petit mot quand même pour revenir à la réforme des retraites qui était le sujet initial, Jordan Bardella. La stratégie de l'obstruction parlementaire qui a été prise à bras-le-corps, si je puis dire, par la France insoumise. Est-ce que pour vous c'est un dévoiement du travail parlementaire ou est-ce que c'est une bonne stratégie ? Non, le dévoiement du travail, le dévoiement des organes représentatifs, en tout cas, c'est ce à quoi s'emploie Emmanuel Macron depuis maintenant plusieurs années. Donc vous êtes d'accord avec cette stratégie de blocage qui empêche le débat de fond. Mais les blocages, non mais pardon, mais on ne va pas accuser les députés de la France Insoumise d'être responsables des blocages. C'est Emmanuel Macron qui impose une réforme que les Français ne souhaitent pas. Et on ne peut pas gouverner... Non mais c'est une question sérieuse. Si vous arrivez je la prends parfaitement au sérieux. Et on ne peut pas gouverner éternellement contre si vous arrivez au pouvoir, puisque c'est votre ambition, il peut y avoir des discussions parlementaires et il pourrait y avoir ce type de stratégie face à des lois que vous voulez faire passer. Est-ce que ça grandit le Parlement ? Si nous arrivons au pouvoir, je vais vous dire, nous instaurerons la proportionnelle. Et nous ferons en sorte que Jean-Luc Mélenchon et nous-mêmes, qui avons fait un peu plus de 40% à 2 lors du premier tour de l'élection présidentielle, n'aient pas seulement une trentaine de députés sur 577. Parce que c'est ça, en l'occurrence, qui accroît le fossé, qui accroît un déficit de allié, confiance Jean-Luc Mélenchon entre le peuple et les responsables politiques. Sur cette affaire, c'est un allié, Jean-Luc Mélenchon ? Mais ce n'est pas un allié. Enfin, moi, je veux dire, si la gauche dit qu'il pleut et qu'effectivement, il y a de la pluie dehors, je ne vais pas dire le contraire. Je ne peux pas dire que vous ayez beaucoup d'alliés. Est-ce que là, c'est un allié ? Et en l'occurrence, sur la réforme des retraites, il y a effectivement parfois des points de vue qui convergent avec d'autres mouvements politiques. Mais enfin, je veux dire, ça fait partie de la vie politique et il n'y a aucun problème là-dessus. Donc oui, nous sommes des adversaires de cette réforme des retraites. Nous demeurons des adversaires. Et si nous arrivons au pouvoir en 2022, nous retirons ce système à point. Mais je note qu'en tout cas, sur tous les points que ce soit... moi, je me rappelle qu'Emmanuel Macron, pendant le second tour de la présidentielle, nous a expliqué qu'il voulait réconcilier les Français. Les Français n'ont pas été aussi divisés. Il n'y a plus une seule profession qui ne descend pas dans la rue. Je veux dire, les experts comptables, les avocats. Est-ce que la France est bloquée ? Mais de la responsabilité du gouvernement. Est-ce que la France est bloquée ? Je pense qu'Emmanuel Macron est un porteur de chaos. Non, mais est-ce que là, maintenant, la France est bloquée ? La grève dans les transports, c'est peut-être provisoirement. Tout va bien alors. Mais non, je vous dis, c'est provisoirement arrêté, peut-être provisoirement. Donc il n'y a plus cette grève qui effectivement paralysé les grandes villes en tout cas, et en particulier Paris, comme en décembre, de très longues semaines. Et par ailleurs, il y a effectivement une grève qui continue de façon sporadique, en particulier dans les ports, les avocats protestent, etc. Est-ce que c'est le chaos que vous décrivez pour autant ? Non mais pardon, mais le chaos, c'est pas nous qui le décrivons. Le chaos, ce sont les scènes de violence qu'il y a dans notre pays depuis maintenant des mois et des mois. Parce que, en l'occurrence, par-delà sa politique, Emmanuel Macron, il a jeté les Français les uns contre les autres. Il a jeté les gilets jaunes contre des policiers. Il a jeté des policiers contre des gilets jaunes. Il a jeté, il y a quelques jours dans notre pays, des policiers contre des pompiers. Et moi, ça me fait mal de voir qu'en France, dans notre pays, des pompiers et des policiers s'affrontent. Alors oui, la France de Macron, c'est la France du chaos. Et nous portons en tout cas l'ambition d'une France apaisée, réconciliée et unie autour d'un projet national que nous allons présenter pour 2022. Comment vont les finances du parti ? On s'inquiète. Est-ce qu'il va passer l'hiver, comme on dit de façon parfois un peu facile ? Il faut peut-être mettre là sur la table un sujet qui nous apparaît fondamental, qui est celui du financement de la vie politique, celui du financement des partis politiques. Avant d'en arriver à ça, pourquoi je vous en parle ? Parce qu'il y a une société russe qui réclame au Rassemblement national le paiement d'un emprunt de 9 millions qui avait été contracté pour la présidentielle. Que nous avons commencé à rembourser, mais force est de constater qu'à partir Vous avez commencé à rembourser le capital ? Oui, nous avons commencé à rembourser. À quel parti ? Mais ça ne vous regarde pas, nous avons commencé à le rembourser. Il y a des procédures qui sont effectivement en cours. Mais alors pourquoi est-ce qu'on vous traîne en justice ? Parce que c'est une procédure normale en Russie, que passer un certain délai quand vous ne pouvez pas rembourser votre créancier ou vous n'avez pas remboursé dans la mesure suffisante, il y a effectivement une procédure qui s'engage. Et vous allez pouvoir rembourser le reste ou pas ? Nous allons probablement devoir nous tourner vers les Français comme nous l'avons fait par le passé. Ouvrir une souscription ? Marchou, ça ne vous choque pas que le premier parti d'opposition, le premier parti de France, ne trouve pas de banque française pour se financer lors des élections ? Parce que moi, ça me choque. Et je pense que ça choque beaucoup de Français que lors d'élections successives, le Rassemblement national se voit fermer les portes des établissements bancaires français, qu'une banque de la démocratie avait été votée après l'élection présidentielle. C'était l'une des mesures que portait François Bayrou et qui n'a jamais vu le jour. Et qu'aujourd'hui, nous soyons contraints de nous fournir à l'étranger, d'aller contracter des prêts à 6% qui ne sont pas des prêts d'amis à l'étranger parce que les banques françaises refusent de prêter au Rassemblement national. Je trouve que c'est un scandale. C'était un emprunt 9 millions à 6%. Que nous avions contracté pour les élections, exactement. Et c'est un emprunt qui a d'ailleurs qui est passé de main en main, mais qui aujourd'hui, effectivement, vous revient. Mais le problème
même, d'après ce qu'on comprend du parti, dont vous êtes le numéro 2, c'est qu'il n'y a pas seulement les Russes qui vous réclament les 9 millions. Il y a aussi le fait que vous deviez rembourser 4 millions au micro-parti de Jean-Marie Le Pen, ce qui vous prive d'une grosse partie de l'aide publique cette année. Ça coûte cher d'être opposant au système en France. Il y a aussi les 11 millions que l'État vous réclame dans le cadre du procès pour le financement C'était les réquisitions illégal. Du parquet, oui. Il n'y a eu aucune, condamnation de justice. C'est pas définitif, vous espérez que ça prendra des années. Nous avons effectivement des gens à rembourser parce que nous avons effectivement emprunté parce qu'aucune banque française ne souhaitait nous prêter. Mais je lance un appel ce matin et je dis aux banques, si les banques souhaitent prêter, souhaitent assumer le fonctionnement démocratique normal, dans une démocratie qui se respecte et qui fait en sorte que ce ne sont pas uniquement les partis qui disposent d'une rente et d'une manne financière importante qui peuvent fonctionner, eh bien qu'ils nous prêtent de l'argent. Enfin, ce n'est pas normal qu'une candidate à l'élection présidentielle qui réunit 11 millions de voix se voit fermer les portes par le système bancaire français et soit obligée d'aller à l'étranger. Donc c'est un véritable scandale démocratique. Et j'espère en tout cas que la banque de la démocratie qui a été votée après l'élection d'Emmanuel Macron soit mise en œuvre, mais encore une promesse électorale qu'il n'a pas tenue. Vous espérez effectivement, mais en attendant, il va falloir passer le cap, puisque la dette est importante. Déjà, est-ce que le fonctionnement du parti est affecté ou pas? Non, parce que les adhésions remontent. Pouvez-nous donner une indication? Non, je ne peux pas vous donner d'indication. Je ne suis pas venu avec le bilan comptable du Rassemblement national. Mais en l'occurrence, je peux vous assurer que notre mouvement va bien, que notre mouvement va mieux. Et que il n'y a pas de risque de cessation de paiement, J'ai beaucoup entendu, après l'élection présidentielle, les analystes expliquer que le Rassemblement national était mort, que nous étions dans le cercueil dont il n'y avait plus que les clous à mettre. Or, je remarque aujourd'hui que nous sommes une grande force d'alternance, que nous arrivons à rassembler, à faire venir des gens qui sont issus d'autres mouvements politiques. Pour ces élections municipales, nous allons soutenir par exemple dans l'Hérault, à Sète, l'ancien président de la fédération Les Républicains, et que nous arrivons à attirer à nous des gens qui peut-être hier nous ont combattus, ont été en désaccord avec nous, mais voient bien que essayer le Rassemblement national, ça marche, et que la gestion Rassemblement national, en tout cas dans les mairies, ça fonctionne. L'élargissement, aller au-delà du Rassemblement national, ça va marcher? Parce que oui, c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Ce n'est pas vrai. C'est ce que nous avons fait lors des élections européennes, en négociant, en faisant ce partenariat avec la droite populaire, ce courant qui avait été fondé par Thierry Mariani au sein des Républicains. Et nous avons effectivement dans nos listes beaucoup de gens que nous soutenons, beaucoup de gens qui sont issus des Républicains, des gens qui sont issus de la France Insoumise, par exemple, comme Andrea Cotarac à la métropole de Lyon. Donc nous sommes, je crois, un grand parti d'alternance et une grande force d'espérance pour le pays. C'est la raison pour laquelle Marine Le Pen a confirmé sa candidature à l'élection présidentielle. Et juste pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce que c'était intéressant, vous allez peut-être devoir à nouveau vous tourner vers les Français pour que comme nous l'avons fait par le passé. Nous sommes arrivés devant les urnes il y a quelques mois en disant aux Français mais les banques ne souhaitent pas nous prêter. Alors nous en appelons à votre sens de la démocratie. C'est vrai que beaucoup de nos sympathisants et même des gens qui ne sont pas électeurs du Rassemblement national d'ailleurs ont trouvé scandaleux que nous ne trouvions pas de financement. C'est une décision qui a été prise? Mais c'est une décision que nous allons étudier. Mais en tout cas, ça n'affecte pas, je vous rassure, notre fonctionnement. Ça n'affecte pas la volonté de nous présenter dans un certain nombre de municipalités lors des élections municipales et de mener le combat, effectivement, pour les départementales, les régionales et les présidentielles. Et après, il y aura la présidentielle. Juste un mot. En un mot, vous pouvez résumer. Pourquoi est-ce que Marine Le Pen est partie si tôt? Parce qu'il n'y a pas de raison, si vous voulez, de vous faire croire à vous, journalistes, de faire croire aux Français qu'elle hésite, qu'elle ne sait pas alors que sa décision est prise. Donc oui, elle a souhaité dans cette période trouble pour le pays envoyer simplement un message d'espérance. Elle confirme sa candidature, il n'y a pas de secret. Il y a de secret pour personne. Elle sera évidemment candidate à l'élection présidentielle et nous avons l'ambition de gagner. Nous avons l'ambition de gagner parce que nos idées n'ont jamais été aussi hautes, que les constats que nous avons faits depuis un certain nombre d'années sont les bonnes et que partout ailleurs dans le monde, les idées que nous représentons arrivent au pouvoir. Jordan Bardella était l'invité ce matin de LCI. Merci à vous. Bonne journée. C'est à vous, Pascal.